TV, 18h, Routel Krief. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Reprise du procès de Saddam Hussein, 2 heures pour écouter un premier témoin accablant. Avant l'ajournement à la semaine prochaine, nous serons en direct de Bagdad dès le début de ce journal. Opération escargot des hôteliers et des restaurateurs pour exiger la TVA à 5,5%. Les ministres de l'économie européens trancheront la semaine prochaine à Bruxelles. Jacques Chirac aura 73 ans demain, un anniversaire marqué par une crise de confiance avec les Français. Même si, depuis le sommet Euromède à Barcelone, il s'est réjoui de ce rendez-vous familial. Réunion écologue sur l'apprentissage aujourd'hui, c'est une des principales pistes creusées par le gouvernement. Nous en parlerons avec notre invité Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Il a réservé à BFM TV ses premiers commentaires après les mouvements sociaux de la semaine dernière. Mais avant de développer ces titres très vite, dans la configuration habituelle du journal, je me retrouve maintenant devant le mur d'images du studio et avec Dominique Baudis, le président du CSA, et Renaud Dendieu-Devabre, le ministre de la Culture et de la Communication. Ce qu'on fait ce soir, on fête le lancement de BFM TV, mais pas seulement. On fête aussi, finalement, la fin, le bouclage en quelque sorte, du bouquet des chaînes nationales gratuites sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Et pour vous, Dominique Baudis, c'est un peu un accomplissement, c'était votre bébé. Je pense que vous partagez peut-être un peu mon émotion ce soir. Oui, tout à fait, grandi. Télévision numérique terrestre, c'est-à-dire télévision numérique pour tous. Les 3/4 des téléspectateurs en France reçoivent la télévision par l'antenne râteau, par la diffusion hertzienne. Et pour 75% des Français, depuis 15 ans, rien de nouveau n'était arrivé à la télévision. 5 chaînes gratuites, les mêmes depuis 15 ans. Avec l'arrivée de la télévision numérique terrestre, et vous êtes la dernière des chaînes gratuites de cette Bouclons un TNT, peu le bouquet. les mêmes téléspectateurs vont passer de 5 chaînes gratuites à 18 chaînes gratuites, avec simplement l'acquisition d'un petit boîtier adaptateur peu coûteux, moins de 100 €, qui permet de multiplier l'offre par plus de 3 et de disposer de la qualité d'image et de son numérique, de disposer d'un grand nombre de chaînes et de la diversité. Par exemple, pour ces téléspectateurs, l'information, c'était les rendez-vous sacro-saints, qui ont toujours leur utilité d'ailleurs, des 20 h ou des 13 h. Il y a maintenant, avec BFM TV et d'autres chaînes d'ailleurs, la possibilité de trouver en permanence sur des chaînes gratuites de l'info permanente. Pluralisme de l'information. Pluralisme de l'information. Vous venez de naître et je vous souhaite une longue vie et je souhaite que vous apportiez beaucoup d'informations et de satisfaction à ceux qui vous écoutent. Et de pluralité, effectivement. Merci Renaud Dendieu-Devabre. Pour présenter le gouvernement, alors il y a 1 million de foyers qui sont maintenant équipés, 50% du territoire français est en mesure de recevoir la TNT. Dites-nous ce soir que 100% c'est pour bientôt. Mais je pense que c'est un droit des Français de recevoir cette pluralité d'offres. Et moi, c'est un moment de grande fierté, parce que c'est toujours sympathique de voir une nouvelle chaîne qui va se lancer, qui va émettre des débats, des idées. Et puis, c'est une réponse aussi à la désespérance ou à ceux qui ne croient jamais que les choses sont possibles. Avec Dominique Baudis, qui est un ardent défenseur de la TNT, eh bien, nous avons répondu présent. Il y avait des questions qu'il fallait trancher, des problèmes technologiques, des choix, des questions financières. Les questions ont été tranchées avec le respect des délais. Et donc maintenant, nous avons la deuxième étape, c'est de faire en sorte que l'ensemble des Français le reçoivent. Alors c'est quand? Et ça se fait. Aujourd'hui, il y a pratiquement 1 Français sur 2 qui peut recevoir la TNT. Nous avons pris l'engagement qu'au printemps 2007, ça sera 85%. Et à la fin 2007, d'avoir réglé le problème des zones frontalières et des zones qui sont traditionnellement des zones d'ombre. Alors voilà, je pense qu'on va se faire de plus en plus appeler Arthur, parce que plus vous allez émettre, plus ça va inciter à la qualité, en fait. Les gens vont dire, et moi, pourquoi je ne l'ai pas encore? Et il faut que vous imaginiez que dans ma propre ville, à Tours, on ne reçoit pas encore la TNT. On va et donc vous appeler Arthur, monsieur le ministre. Très mobilisé pour faire en sorte que ça soit effectivement garanti à chaque Française et à chaque Français. Comme quoi, vous voyez, non à la désespérance et oui à ces perspectives concrètes. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce moment très particulier. Retour au journal, donc tout de suite, je vous le disais en titre. Reprise aujourd'hui sous haute tension du procès de Saddam Hussein. 2 heures d'audience marquées
par de nouvelles complaintes du dictateur déchu. Vêtu à l'occidental et muni d'un Coran, il est apparu très combatif. Retour sur cette journée avec Guyane de Monjou. 3 coups de marteau, l'audience est ouverte. Il est 12h30 à Bagdad, la cour est déjà en place. 5 juges, les avocats, quelques conseillers internationaux et les 7 coaccusés sont déjà installés. Dans le box, une chaise vide, on attend Saddam. Lorsque l'ancien président arrive, certains se lèvent comme un vieux réflexe. Saddam en costume, le Coran à la main, au premier rang, c'est toujours lui le chef. Il réclame la parole, le président du tribunal garde son calme, il maîtrise parfaitement son rôle. Pourquoi m'ont-ils retiré mes papiers? Comment voulez-vous que les accusés se défendent si on leur prend leurs notes personnelles? Lorsque le ton monte trop, l'image est coupée. Les séances sont retransmises avec un léger différé pour filtrer certaines séquences trop racoleuses. Les images montrent ensuite la récitation d'une sourate du Coran à la mémoire des 2 avocats assassinés le mois dernier. C'est sur ce point que la procédure achoppe. L'avocat commis d'office pour les remplacer ne convient pas à l'ancien vice-président irakien. Un délai d'1 semaine lui est donc accordé pour en trouver un autre. Le procès ouvrira pour la 3e fois lundi prochain, avec un risque toujours plus grand que Saddam profite de cette tribune médiatique pour s'inviter aux élections législatives du 15 décembre. Joël Bassoul, vous êtes en direct avec nous de Bagdad. Alors, vous avez suivi bien sûr cette première journée du procès. Que s'est-il passé? Pourquoi il a été ajourné? Est-ce qu'on risque un nouveau report? En fait, l'audience d'aujourd'hui a été assez brève. Après quelques problèmes de procédure, l'absence d'un traducteur, parce que, comme vous savez, l'ancien ministre de la Justice américain est présent au sein de l'équipe de défense de l'ancien président. Donc, une fois ces problèmes de procédure réglés, l'audience a commencé. Les personnes présentes, il s'agissait aujourd'hui d'écouter les témoins. On attendait tous pour voir si les témoins allaient apparaître au tribunal à visage découvert ou bien cachés derrière des masques. En fait, le seul témoignage qu'on a vu aujourd'hui, c'est d'une personne décédée. Le témoin est décédé récemment d'un cancer. C'était une vidéo qui a été diffusée au tribunal, qui était assez accablante pour l'ancien président et ses 7 lieutenants. Et puis l'audience a été levée, le procès a été ajourné jusqu'au 5 décembre pour permettre à l'ancien vice-président Taha Yassine Ramadan d'avoir des avocats avec lui présents à ce procès. Joël Bassoul, est-ce que l'opinion publique irakienne est très attentive au déroulement du procès? Est-ce que les gens de la rue suivent le procès? Merci beaucoup Joël Bassoul d'avoir été avec nous en direct de Bagdad. Nous revenons en France avec l'opération voiture escargot aujourd'hui à Paris des restaurateurs pour la TVA à 5,5%. Les ministres des Finances européens trancheront le 6 décembre prochain. On le sait déjà, les Allemands y sont opposés. L'argument d'André Daguin, le représentant des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est le meilleur moyen de doper l'emploi dans le secteur. Illustration chez un restaurateur parisien avec Anne-Laure Cahen. Notre sujet dans une seconde sur la TVA à 5,5%. Dire coucou à Christine. Voilà le sujet sur la TVA à 5,5%, donc que nous vous avions promis, qui démarre à l'instant. 10 ans que cela dure. Alors que la restauration rapide bénéficie d'une TVA à 5,5%, le taux pour le reste du secteur est de 19,6%, l'un des plus élevés en Europe. Olivier est restaurateur à Paris. Pour lui, une baisse de la TVA serait une vraie bouffée d'oxygène. Une TVA à 5,5, ça veut dire une augmentation des salaires, des employés en plus, une baisse de la facture finale pour les clients malgré tout, parce que s'ils ne ressentent pas on va dire, la baisse, ils ne vont pas comprendre pourquoi notre combat est si important, mais surtout une augmentation des salaires.
Grâce à cette augmentation des salaires, le métier devrait devenir plus attractif et les professionnels recruter plus facilement. Mais les économistes restent réservés. Rien n'indique, en tout cas, que l'ensemble de cette baisse de TVA sera en augmentation de salaire. Et donc, on en veut pour preuve la baisse de charge qui a été accordée depuis 2002 à la restauration. Cette baisse de charge d'1,5 milliard n'a en rien endigué cette pénurie de main-d'œuvre parce qu'elle ne s'est pas traduite par des augmentations de salaire conséquentes pour attirer des personnels dans la restauration. Des horaires longs et décalés, une rémunération faible, le métier attire de moins en moins de jeunes. Aujourd'hui, 300 000 emplois sont non pourvus dans le secteur. Économie encore, la hausse annoncée des taux d'intérêt par la BCE. Thierry Breton était contre la semaine dernière. Aujourd'hui, il fait mauvaise fortune contre bon cœur et juge, je cite, soutenable une hausse d'1/4 de point. Nous pourrons faire avec, même s'il n'y a pas de risque d'inflation. C'est ce qu'il a répété en présence de Jean-Claude Trichet, le président de la Banque centrale européenne, donc à Euromoney. La politique avec l'anniversaire de Jacques Chirac, présent au sommet Euroméditerranée à Barcelone. Le chef de l'État a évoqué le poids des ans. Il aura 73 ans demain et il assumera son anniversaire avec beaucoup de plaisir, comme chaque année, car, dit-il, c'est l'occasion d'un contact familial chaleureux. Pourtant, ces derniers jours, le président n'a pas reçu que des cadeaux agréables. Dans l'ordre, un sondage CSA Le Parisien, où une majorité de Français a estimé que son influence baissait. Et ensuite, une phrase assassine de François Hollande qui a jugé que les faits et gestes du président n'ont plus d'importance, car il a inauguré une présidence passive. Vous avez vu là les images, bien sûr, du sommet Euromed. Alors à BFM TV, nous sommes allés tout de même demander à quelques Français s'ils avaient quelques mots à adresser au président à la veille de son anniversaire. Reportage de Pauline Revenard. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Encore une longue vie, mais pas trop à la présidence. Hein. Un très joyeux anniversaire et de bonnes idées pour cette nouvelle année 2006. Prendre la retraite. À son âge, ça vaut mieux, non? La santé, une meilleure santé, des bonnes idées, l'amour des Français. Joyeux anniversaire quand même, mais bon, soit qui règle les problèmes ou soit que quelqu'un de plus jeune arrive au pouvoir. Un cadeau pour son anniversaire. Voilà. Ben, un cadeau pour un grand-père, quoi, qu'il aille s'occuper de ses petits-enfants, par exemple. Une paire de lunettes, pour mieux voir les problèmes de la France. Il n'a pas tenu ses promesses, donc je pense que bon, non. Pas de cadeau? Non, pas de cadeau, non. Une idée de cadeau, non, mais je crois qu'il s'en est déjà fait pas mal, alors non, j'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais le connaître personnellement pour ça. Nicolas Sarkozy fête lui aussi un anniversaire, 1 an à la tête de l'UMP. Ce soir, il y aura une photo de famille avec son staff rapproché. Et tous iront dîner dans une brasserie parisienne. Alors Géraldine Vosner, vous êtes en direct du siège de l'UMP. Les représentants de la direction de ce parti vont parler de l'âge du capitaine, à votre avis ? Écoutez, si on entend déjà quelques commentaires acides dans les couloirs, en tout cas directement, non, on n'en parlera pas. Ce qu'on célèbre ce soir, c'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la tête du parti et cette arrivée est considérée comme une victoire. En une année, le nombre d'adhérents a explosé, ils sont près de 200 000. Les instances dirigeantes ont été renouvelées. Et ce qui est symbolique à la veille de l'anniversaire du président de la République, c'est que la fête ce soir sera tournée vers la jeunesse. Au 2e étage, la commission exécutive du parti, ses dirigeants vont se réunir, mais au rez-de-chaussée, les jeunes militants ont déjà poussé les fêtes pour un apéro pop. Nicolas Sarkozy devrait s'y montrer, histoire de prouver qu'avec lui sur l'UMP, il souffle un vent de jeunesse. Et Géraldine, ce soir, face à un président critiqué, à un Premier ministre qui grimpe dans les sondages, Nicolas Sarkozy veut montrer qu'il est l'homme de la situation. Oui, c'est vrai qu'en 1 an, il a mis la main finalement sur une machine de guerre. Les adhérents sont soudés autour de lui, on l'a vu pendant la crise qui a frappé les banlieues. Ses propositions sont souvent débattues de manière plus vaste, on le remarque en ce moment sur la discrimination positive. Et puis surtout, il a le budget à l'UMP, c'est 41 millions d'euros par an, c'est le double de celui du PS. Et ce trésor de guerre devrait servir à soutenir le candidat du parti, bien sûr,
en 2007. Alors vous le savez, Nicolas Sarkozy veut organiser des primaires à l'UMP pour que les adhérents choisissent eux-mêmes leur candidat. Ce candidat, bien sûr, ce serait lui, Nicolas Sarkozy. Et c'est de cela, sans doute, qu'on parlera beaucoup ce soir à cette petite fête. Merci beaucoup, Géraldine. Avant de poursuivre ce journal, le rappel des titres à la une de BFM TV ce soir. Reprise éclair du procès de Saddam Hussein. Après 2 heures d'audience marquées par un témoignage accablant, il a été reporté à lundi prochain. C'est la fête ce soir à l'UMP pour la première année de présidence de Nicolas Sarkozy. Demain, l'anniversaire de Jacques Chirac sera sans doute plus discret à l'Élysée. Les Français et l'opposition le jugent trop absent. Apprenti dès 14 ans, le ministre Gérard Larcher persiste et signe, les patrons aussi. Jean-Claude Mailly de Force ouvrière, notre invité, est plutôt contre. Nous revenons avec lui tout de suite sur la crise des banlieues et sur les grèves dans les transports. Et puis attention, tenez-vous prêts à transplaner avec Harry Potter. Le petit sorcier va envahir nos écrans, mais aussi sans doute les cartables et les bureaux de vos enfants. Nous en parlerons bien sûr à la fin de ce journal. Le mot apprentissage a été souvent prononcé ces dernières années. Depuis la crise des banlieues, il est même redevenu très à la mode, mais dès l'âge de 14 ans. Alors, où en est-on vraiment? Gilles de Robien a réuni ce matin parents d'élèves et enseignants. De son côté, Gérard Larcher, le ministre du Travail, a répété qu'il y croyait plus que jamais, malgré les critiques. On l'écoute au micro de Rachid Barki. Plutôt, j'allais dire, marche en avant toute, parce que c'est l'inverse. J'allais dire, le pré-apprentissage tel qu'il a existé, j'allais dire, il n'a pas marché. Et donc, ce que le Premier ministre propose, c'est un dispositif nouveau d'insertion professionnelle. Voilà pourquoi la seule réponse que je peux dire, c'est que marche en avant toute pour tous les jeunes de ce pays. Cette formation, qu'est l'apprentissage, offre à près de 400 000 jeunes sous contrat un savoir-faire et une expérience dans le monde du travail. Elle permet aussi aux entreprises qui les accueillent de bénéficier d'une main-d'œuvre à moindre coût. Reportage chez un ébéniste, Olivier Lehellard. Donc, moi j'avais pensé éventuellement un sycomore ou un platane. Pierre est à la fin de son cycle d'apprentissage. Depuis 5 ans dans cette ébénisterie, il est aujourd'hui considéré comme un employé qualifié. Une reconnaissance légitime pour son maître qui tient à valoriser cette formation professionnelle dont il est lui-même issu. Je pense que j'ai eu la chance de bénéficier de l'apprentissage où j'y ai trouvé exactement les réponses aux questions que je me posais en arrivant. Donc c'est une façon de renvoyer l'ascenseur, de faire pareil. Au terme du contrat, l'entreprise a obligation de former l'apprenti, avec en contrepartie des allègements fiscaux qui font l'intérêt de cette formule. Le salaire est calculé donc en fonction de l'âge et de l'année d'apprentissage de l'apprenti et ce salaire est exonéré de charges sociales. Au début de son contrat, Pierre gagnait 400 € mensuels. Il touche aujourd'hui légèrement moins qu'un SMIC. Cette rémunération est un plus pour lui en période de formation, sans pour autant avoir été le seul moteur de son choix de l'apprentissage. Ça correspond surtout à ce que j'avais envie de faire professionnellement de ma vie. Et c'est pas un passeport pour l'emploi, c'est juste que j'avais envie de faire ça et que pour moi, quelle était la meilleure voie pour apprendre ça. Ces 5 ans lui auront permis d'acquérir une expérience qu'il pourra valoriser à sa sortie, mais aussi de se découvrir un projet personnel. Jérôme s'est mis tout de suite à son compte, forcément ça fait envie. Et moi j'ai très envie de me mettre à mon compte rapidement. Comme Pierre, ils sont 375 000 chaque année à choisir le contrat d'apprentissage. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'être notre premier invité dans le journal de BFM TV. On vous a pas entendu beaucoup pendant les grèves de la semaine dernière, on va en parler, pendant la crise des banlieues. Mais là, l'apprentissage, vous êtes plutôt contre, vous l'avez dit. Mais je voudrais vous citer Bernard Kouchner qui était invité hier sur RTL et LCI et qui a dit que c'était plutôt pas mal. C'est quand même une solution qui marche. Pourquoi tant d'opposition? Oui, attendez, l'apprentissage en tant que tel, c'est pas qu'on soit contre. On cherche même à le développer. On y participe dans les centres de formation des apprentis. Non, là, le problème posé... Dès 14 ans, c'est ce qui vous oui, gêne. c'est dès 14 ans, qu'on le veuille ou non. Et ça sort comme par hasard au moment où il y a une crise dans les banlieues. C'est pas la réponse au problème dans les banlieues. Il faut répondre, y compris en termes d'éducation nationale, redonner de l'autorité à ce que j'appelle, moi, l'école républicaine. Il faut, dans ces zones d'éducation prioritaire, par exemple, qu'il y ait moins d'élèves par classe. C'est tout ça, on ne règle pas comme ça, en claquant des doigts, en disant « Ah bah si, on a trouvé la solution, on va mettre tous les gamins, ils n'auront pas les mêmes études que les autres, et on va les mettre en apprentissage avant. » Je rappelle que le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Mettre des enfants, c'est encore des enfants ou des adolescents, à 15 ans en contrat de travail, c'est pas aussi évident que ça. Donc non, c'est pas une bonne solution.
c'est pas une bonne solution, mais pour vous, la crise des banlieues, elle se résout par d'abord plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent? Non, c'est pas plus d'argent automatiquement. De l'argent, il y en a eu également. Non, mais quel est le problème? Le problème de fond, c'est le problème du chômage. C'est relié aux politiques économiques. Il y a un deuxième problème, c'est ce que nous avons dit au président de la République la semaine dernière. Une désertion des services publics dans les banlieues, quelles qu'elles soient. Il reste le commissariat et encore, mais il y a beaucoup de services publics qui ont fermé. Ça crée des zones de non-droit, qu'on le veuille ou non. Donc déjà, prendre en charge ces deux problèmes. Vous savez, quand vous avez 14 ou 15 ans, et ça ne justifie pas les violences, qu'on se comprenne bien, que votre père est au chômage depuis des années, qu'il est au RMI, que vous vous sentez exclu par la société, à la limite, ce qu'il demande, c'est plus de République, mais d'en faire partie. Et donc c'est le modèle républicain qui n'est pas en cause, mais il faut le revivifier. Et c'est ça le problème de fond. Et l'apprentissage, ça ne répond pas à ça. Le CV anonyme, alors je vais très vite sur la question de l'embauche et de la diversité dans les entreprises. Vous êtes pour ou contre le CV anonyme? Le CV anonyme, c'est reculer d'une certaine manière pour mieux sauter. Maintenant, on n'est pas contre qu'il y ait des expérimentations si ça permet d'avoir un entretien. On ne réglera pas tous les problèmes avec ça, mais d'une certaine manière, on l'a dit publiquement, on n'est pas opposé à l'expérimentation si ça a des résultats. Où là, on n'est pas d'accord. C'est que si on met demain des histoires de quotas ou de discrimination positive qui sortiraient du modèle républicain. Il y a des problèmes aujourd'hui, on ne règle pas ça en glissant vers un modèle communautariste ou anglo-saxon. Là, il y a un problème de fond qui est posé. Comment on revivifie le modèle républicain? Le modèle républicain, est-ce que c'est pas aussi des usagers qui peuvent utiliser les transports publics quand ils veulent, comme ils veulent, normalement parce qu'ils payent des impôts? Alors la semaine dernière, un certain nombre de grèves ont paralysé ces transports. Est-ce que vous, syndicalistes, vous ne vous dites pas la grève, c'est peut-être pas quand même le meilleur moyen et les usagers sont pris en otage? Non, les otages, c'est quand il y a des journalistes, par exemple en Irak, ça, ce sont des otages. Parlons pas d'otages, ça se dit des usagers. Écoutez, à partir du moment où les syndicats considèrent qu'ils n'ont pas satisfaction par la négociation, il n'y a pas d'autre moyen que d'appeler à la grève. Alors, c'est pas tous les jours, mais il n'y a pas... La semaine dernière. On ne peut pas dire que ça a été un fiasco dans la limite où ils ont obtenu des choses. Hein, et il y a une différence entre une prime d'intéressement qui n'est pas soumise à cotisation et une prime qui figure sur le salaire, par exemple. Il y a eu d'autres engagements sur des filiales. Donc, elle a eu des résultats, cette grève. Nous, on était aussi dans la grève. Et Force ouvrière était dans la grève. Et je l'ai soutenue, moi, la grève. Hein. C'est qu'on se comprenne bien. D'ailleurs, au passage, je ne comprends pas que des leaders syndicaux puissent tirer à boulet rouge sur des grèves. Hein. C'est une tradition dans le mouvement ouvrier. Il y a des traditions qui se perdent. C'est le parler vrai. Peut-être qu'on n'est peut-être pas obligé toujours de dire on peut ne pas ce qu'il faut dire. Non, on peut ne pas être dans une grève. Il y a des grèves où Force ouvrière ne participe pas. Le syndicat se détermine librement. Sauf qu'il y a une règle. Quand il y a des salariés qui sont dans l'action, qui perdent une journée de salaire, quand on est responsable syndical, on ne tire pas dessus. Hein, dans le temps, on appelait ça des jaunes. Ça s'adresse à François Chirac, la CFDT, qui a dit on ne défend pas le service public en bloquant les usagers. L'opposant François Hollande a dit que les faits et gestes du chef de l'État n'avaient plus aucune importance. Qu'en pense le syndicaliste Jean-Claude Mailly? Bon, je ne rentrerai pas dans un débat de caractère politicien. Ceci étant, le chef de l'État est le chef de l'État. Et à la limite, ce ne serait pas plus mal que non seulement comme la semaine dernière, il nous a consulté sur les questions de non-discrimination, on a pu expliquer ce qu'on avait à faire, mais il y a les problèmes économiques et sociaux qui sont posés fondamentalement. Tant qu'on ne touchera pas à la politique économique, les problèmes de fond demeureront. Regardez, on va vraisemblablement augmenter les taux d'intérêt, ça va encore plomber la croissance économique, ça va encore plomber l'emploi. La politique économique, ça ne relève pas obligatoirement uniquement du gouvernement. Et ce serait pas mal si le président de la République revenait un peu, mais non seulement dans la formule, mais dans son rôle pour lutter réellement contre la fracture sociale. Parce que la plus grande des discriminations, c'est quand même la fracture sociale. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly d'être venu sur notre plateau pour ce premier journal de BFM TV. Je vous le disais tout à l'heure, les privilégiés en ont déjà eu un avant-goût. Pour les autres, rendez-vous mercredi pour voir Harry Potter et la Coupe de Feu, le dernier épisode du Petit Sorcier à lunettes, des aventures du Petit Sorcier à lunettes. Un mini-scoop tout de suite. Dans cet épisode, il est amoureux. Véronique Verdun. Une nouvelle épreuve pour Harry, le tournoi des 3 sorciers avec le retour de Voldemort. Harry Potter et la Coupe de Feu est un épisode plus sombre que les précédents. Je pense que les enfants peuvent supporter bien plus que les adultes ne le pensent. Quand on est vraiment très jeune, on a une imagination extraordinaire, capable d'aller vers les endroits les plus sombres, bien plus qu'un cinéaste pourrait le faire. Donc je ne crois pas que l'on va au-delà de l'imagination des enfants. Harry a grandi, à 14 ans, il découvre l'amour avec une certaine maladresse. Je voulais te demander si tu accepterais de venir au bal avec moi. Pardon? Je n'ai rien compris.
Je voulais te demander si tu accepterais de venir au bal avec moi. Ça, c'est le côté assez touchant d'Harry et Ron. Ils sont vraiment les plus mauvais cavaliers du monde. Ils sont terribles. Personne ne voudrait sortir avec eux. C'est un héros, il combat les dragons, mais par bien des côtés, il est aussi tellement pathétique. Harry Potter et la Coupe de Feu, plus sombre, plus amusant et encore plus charmant. Pas de temps mort pour ce 4e film de la saga Potter. 2h35 de spectacle. Le jeune sorcier devrait vous enchanter et pourrait, une fois encore, conquérir le box-office. En bref, pour terminer, je vous rappelle qu'il y a eu l'ouverture à Montréal aujourd'hui de la conférence mondiale du climat sur fond d'accidents chimiques et de pollution à répétition. Cette conférence internationale au plus haut niveau doit mettre en musique l'après-Kyoto. Ce sera notre gros dossier de 19h. Et puis enfin, un signal, le CAC 40 a fini sous les 4600 points. 4575 points, très exactement. Voilà, tout à fait fini pour ce premier journal. Après la météo, vous retrouverez Jean-Alexandre Baril et l'actualité internationale. Il revient sur le procès de Saddam Hussein. La météo sur BFM TV, avec tout d'abord, mardi matin, encore de nombreux nuages sur le pays et de la neige sur l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Bourgogne et la Franche-Comté, tandis que le long des côtes de la Manche ou encore sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est de la pluie qui vous attend. Les températures pour leur part seront comprises entre -2 et 6 degrés en début de journée. Dans l'après-midi, sur les régions du centre-est, les flocons du matin laisseront place à des averses parfois mêlées de neige et près des Pyrénées, le temps va continuer à se dégrader, tout comme sur la Bretagne. Sur le thermomètre, il fera 3 degrés à Strasbourg, 4 à Lyon, 5 à Lille, 6 à Paris et Bordeaux, 11 à Marseille et 13 degrés à Nice. Ensuite, mercredi, les nuages seront toujours aussi nombreux, avec de la pluie en intermittence sur le quart nord-ouest et quelques gouttes près des Pyrénées et en Corse. Du côté du Mercure, on attend un léger redoux qui devrait se généraliser en fin de semaine. Alors, en attendant, restez au chaud avec BFM TV. Ce soir à 20h30, François Bayrou est le premier invité de Mazerolles Direct sur BFM TV. BFM TV, la nouvelle chaîne de l'info.